On va parler vision d'avenir, effectivement, avec nos grands témoins. Comment construire cette vision? Quelle est l'influence, d'ailleurs, c'est très intéressant, du parcours, de la formation de celui qui va porter, ou de celle qui va porter la vision en entreprise? Comment sortir de l'exercice purement intellectuel? Ça a été un petit peu évoqué par Alexandre. Et puis, comment faire quelque chose de tout à fait pragmatique, très concret, très quotidien? Comment la transmettre, la partager, assurer l'onboarding ou l'embarquement, ça a été évoqué aussi. Comment l'animer au quotidien, de quelle manière ça va mobiliser vos forces managériales en interne et puis à quel niveau. Et puis comment la vision d'ailleurs peut orienter la marque employeur et peut-être le recrutement de vos futurs managers. Nos intervenants, je vous les présente rapidement. François Guérin à mes côtés, directeur président et directeur général de CETI. CETI pour la compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. François, vous êtes spécialisé dans la fabrication de menuiseries et des solutions énergétiques du logement. Guénolé Merveilleux, à vos côtés, vous êtes depuis 2018 président d'OC Alliance, spécialiste leader du mariage. Vous fournissez la grande distribution, les restaurants, les poissonniers bien sûr et les grossistes. 12 sociétés, 22 ateliers sur tout l'arc atlantique, bien sûr de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Arcachon. Et enfin, Pascal Pic, à Extrême Jardin, paléoanthropologue. Pascal Pic est maître de conférence au Collège de France. Vous êtes spécialiste de l'évolution de l'homme. Vos recherches sur le passé vous amènent à vous interroger sur notre avenir, c'est plutôt pas mal, et analyser les grands bouleversements actuels de notre société. On va en parler avec vous. Vous êtes auteur, bien sûr, de nombreux ouvrages, et notamment d'un ouvrage qui est paru au mois de juin dernier, je parle sous votre contrôle, Les chimpanzés et le travail, publié aux éditions Erol. Et vous portez d'ailleurs un regard sur l'évolution et les habitudes de travail. Ça nous intéresse tout particulièrement sous le prisme de cette crise sanitaire. Pascal Pic, est-ce que cette crise sanitaire accélère la transformation d'un point de vue anthropologique, la transformation de l'organisation du travail dans les entreprises? Merci, bonjour les sapiens et les sapiens. Bon, après les psychologues, les paléanthropologues, donc l'heure est grave. Et en fait, ce que nous sommes en train de connaître, c'est quelque chose qu'on a complètement refusé collectivement depuis quand même une trentaine d'années. Et pourtant, les signaux étaient déjà passés du vert au orange et certains au rouge pour le réchauffement climatique et pour la question des biodiversités. En définitive, je vais vous surprendre, mais nous sommes en train de vivre une période assez banale dans l'histoire de l'évolution. On appelle ça des crises, et en fait, on appelle ça des ponctuations chez nous. C'est des périodes de changement extrêmement rapides. Le vrai problème, c'est qu'on a tous appris à l'école, vous avez tout appris à l'école, que les civilisations sont merveilleuses, elles sont formidables, mais il y a toujours quelqu'un qui vient vous emmerder. Alors, quand c'est les Romains, c'est les barbares. Quand chez les Aztèques, c'est les barbus qui débarquent sur les caravelles. Donc, c'est jamais de leur faute. Hein, c'est jamais là. Tout allait bien, mais s'il n'y avait pas eu les autres, on sait toujours les meilleurs. Donc, il y a déjà cette incapacité de percevoir le reste du monde et ses évolutions. Et de fait, en ce qui concerne la pandémie, toutes les conditions étaient réunies depuis déjà une dizaine d'années. Et regardez combien nous avons été difficilement capables d'être conscients de ce qui émergeait. Il y avait déjà des problèmes sanitaires. Ebola, ah oui, mais c'est pas chez nous, c'est en Afrique. Le SRAS, ah oui, c'est pas chez nous, c'est en Asie. Comment voulez-vous que dans un monde où on fait le tour du monde en moins de 18 heures, il n'y ait pas à un moment donné une connectivité qui puisse nous apporter un tel virus? Toutes les conditions étaient complètement réunies. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez dingue, d'ailleurs, quand on y pense. Quand il y a eu H5N1, donc on a critiqué Mme Roselyne Bachelot qui avait mis en place ces vaccinodromes, etc. Il s'est trouvé que ce virus n'était pas aussi virulent qu'on le craignait. Ceci dit, c'est quand même la souche de la grippe espagnole. Hein. Vous avez entendu les informations hier, hein? Il y a plus de morts aux États-Unis de la Covid-19 que la grippe espagnole en 1918. Ceci dit, on est plus nombreux, mais néanmoins, les chiffres sont là. Donc on s'est dit, bon, voilà, on laisse tomber. Madame Bachelot a pété un plomb, on a été trop loin, on l'a critiqué, et on n'a pas renouvelé les stocks de masques. On n'a pas fait attention avec la mondialisation heureuse du fait que la production de tous les réactifs nécessaires au vaccin, c'était ceci en Chine ou d'autres pays d'Asie. Et quand le coronavirus est arrivé, ça a été la catastrophe. Et ça s'appelle la sélection naturelle. Les personnes qui étaient plus âgées ou avec des comorbidités, on sait ce que ça veut dire. Et puis, ça a été aussi sur le plan social.
les pays avec des systèmes de santé fragiles ou très inégalitaires, comme les États-Unis, ont été très durement frappés. Ou le Brésil. Et le Brésil également. Et le Brésil, bien sûr, et il y en a d'autres, malheureusement. Et comment se fait-il que les pays d'Asie s'en soient bien sortis? D'abord, ils ont une expérience de ce genre de vacherie. Ils ont l'habitude de travailler avec des masques. Ils ont l'habitude de travailler avec des distances. Puis il y a autre chose aussi. C'est que la Chine, c'est plus l'atelier du monde. C'est qu'à Yuran, il y a des entreprises et des supply chains, comme on dit en bon français, qui sont complètement numérisées, ce qu'on appelle les digital twins, qui sont gérés par l'intelligence artificielle. Donc non seulement ils nous refilent un virus, alors on ne sait pas d'où il vient, du laboratoire ou d'un marché, mais en plus de ça, ils sont une avance par rapport à l'Europe et même par rapport aux États-Unis dans certains secteurs sur la digitalisation et la transformation numérique que nous sommes encore loin d'avoir. On parlait tout à l'heure de travail collectif. Moi, j'étais surpris d'entendre qu'effectivement, et je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure, il est nécessaire de se réunir pour faire émerger de l'innovation, etc. Mais le numérique permet aussi d'aborder des questions complexes, ce qu'on appelle les stratégies de plateforme. Et moi, je suis un peu surpris aujourd'hui de constater que, ça c'est le World Economic Forum, Forum de Davos, que 75% des investissements sur l'économie de plateforme, c'est aux États-Unis, vous ajoutez 20%, c'est la Chine, et nous, en Europe, c'est que 5%. Nous avons un problème culturel avec ces modes de collaboration, très clairement. Alors, je ne dis pas que le numérique doit se substituer, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, on a besoin de se retrouver, il y a un grand enthousiasme aujourd'hui. Nous, les conférenciers, nous sommes extrêmement sollicités, comme vous d'ailleurs, donc on voit bien que ça va repartir, on est très contents, mais on ne reviendra pas dans le monde d'avant. L'évolution, comme l'histoire, ne revienne jamais en arrière. Et la sélection naturelle, elle sélectionne, elle n'élimine pas. La sélection naturelle ne fait que favoriser ou défavoriser des choses qui existaient déjà. Et ces tendances, c'était quoi? L'automation et la numérisation de l'économie, et la transformation des entreprises. Sauf que voilà, la plupart du temps, et vous avez cité certains philosophes, vous pouvez continuer à les étudier, mais ils disent que des bêtises. Hein, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ah ben non, il n'y a que l'homme qui est intelligent. Les animaux ne sont pas intelligents, c'est pareil. Hein. Animaux, machines, c'est la même vision. Et d'autre part, ah ben non, les machines vont se substituer aux humains. Ce n'est pas du tout ça qui se passe, et ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce qu'on appelle dans l'évolution les General Purpose Technologies, c'est des technologies qui transforment complètement la société. Les rapports entre les humains, les rapports à l'environnement, les rapports évidemment à l'économie et à la société. Et de fait, c'était le feu il y a 2 millions d'années. Aujourd'hui, c'est le numérique à l'échelle planétaire. Et je vous annonce une bonne nouvelle, la Terre est redevenue plate. Ça veut dire quoi? Il y a 10 000 ans, toutes les sociétés humaines étaient de chasse et de collecte. Ensuite, certaines ont développé les agricultures. Parmi celles-ci, certaines ont développé les grandes civilisations, notamment avec le capitalisme commercial. Certaines, ça c'est l'Occident, ont développé donc la révolution industrielle. 1992 ou 13 ou 19, je ne sais plus. M. Francis Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Le monde occidental a triomphé. Le mur de Berlin est tombé. Les Chinois vont faire tout comme nous. Ils vont devenir démocrates. Ils vont venir sur les droits de l'homme. Parce qu'évidemment, on pensait que le libéralisme économique allait de fait avec la démocratie. Vu L'autre chose aussi, comme un bonheur n'arrive pas seul, M. Jeremy Rifkin, qui se fait très bien payer pour ses conférences, nous annonce la fin du travail. On n'a jamais autant bossé. On n'a jamais autant de travail dans le monde. Avant la crise, et aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un décalage évidemment entre le taux de chômage et les emplois qui sont à pourvoir, ça vous le savez mieux que moi, mais néanmoins, il n'y a jamais autant de travail sur cette terre. Et ça va continuer. L'augmentation du PIB en France et en Europe depuis 50 ans, c'est le fait que les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Ce n'est pas que les technologies, ça on n'en parle jamais. Donc vous voyez, il y a des visions comme ça que l'on développe, qui sont complètement infondées, qui ne sont pas du tout perçues. Et de fait, même Pascal Lamy, qui dirigeait l'OMC à l'époque, avait dit c'est la mondialisation heureuse. Certes, on a sorti 1,5 milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Mais pourquoi la Terre est redevenue plate? Il y a eu depuis 10 000 ans cette ascension qui a fait que l'Occident a dominé le monde. Mais globalement, que se passe-t-il aujourd'hui? Tout le monde est connecté. Et aujourd'hui, les innovations sont partout dans le monde. Et on avait dit que le monde allait être uniforme. Regardez un contre-exemple fameux, c'est Netflix. On n'a jamais eu autant de production de séries et de films de qualité dans le monde entier, avec de la qualité. Donc, si on continue à ne pas percevoir le monde tel qu'il est, la première raison de la disparition, c'est l'arrogance. Quand on dit aux gens, quand les gens me demandent qu'est-ce qui fait que le monde change, alors en général, ils pensent aux catastrophes naturelles. Alors là, on est servi avec la Covid.
Deuxièmement, c'est les écosystèmes. Eh oui, on est en train de comprendre, en effet, c'est les enjeux de la RSE qui se déploient depuis maintenant une dizaine d'années, et le chiffre a été cité, hein, les entreprises qui sont déjà dans une problématique RSE ont 9,2% de résultats en plus. Pourquoi? Ben, ça veut dire que c'est du sens. On a une vision commune dans l'entreprise par rapport à la société et à l'environnement. Ça participe du sens. Deuxièmement, ça veut dire quoi? C'est qu'on est attentif à l'environnement, ce qui est autour de nous. C'est-à-dire que la logique qui est en train d'émerger, et je vais vous donner un exemple concret. Écoutez, je ne vais pas être vulgaire, mais heureusement que j'étais sur mon cul quand j'ai entendu ça. La semaine dernière, c'est sur Internet, il n'y a rien de secret. La banque Dexia m'appelle et me disent voilà, on nous voudrait que vous interveniez, très bien. Et j'ai dit quel est l'enjeu pour vous? Ben écoutez, on voudrait être les mieux adaptés, Monsieur Pic, pour disparaître. Je dis répétez un peu parce que nous, c'est être bien adapté pour survivre. Et vous, vous me dites on voudrait être bien adapté pour disparaître. Et il m'explique. Ils sont en liquidation, mais plutôt comme pour Goldman Sachs, d'éliminer le problème, qui effectivement va entraîner un problème écosystémique avec tous les clients, les partenaires, etc., les institutions. Il y a un plan pour rendre la licence bancaire, parce qu'on a compris, et ça c'est une révolution extraordinaire, que quand un acteur aussi important, ou même moins important, disparaît, c'est pas que lui qui disparaît, c'est l'ensemble des relations qui sont autour. Et donc aujourd'hui, et je terminerai par là, le terme c'est écosystème. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que Milton Friedman, donc il en a pris pour son grade là, mais c'est quand même pas inintéressant de constater que le docteur Schwab, qui a créé le Forum de Davos, il y a 1 an et demi, a critiqué la méthode Friedman. Il y a 20 ans, il a critiqué pas, je disais. Mais là, il la critique. Et que deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'une revue très libérale qui s'appelle The Economist, qui est quand même une des meilleures revues au monde, eh bien, depuis 5 ans, on se pose la question, OK, le capitalisme au sens le plus large du terme a triomphé, donc il devient responsable. Quand on est les vainqueurs, on devient responsable. Et cette critique du renouveau du capitalisme à travers les approches écosystémiques, c'est exactement l'ensemble des problématiques qui ont été plus qu'esquissées d'ailleurs par votre directeur général tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, j'ai beaucoup apprécié. Et cette approche écosystémique, évidemment, fait que les entreprises sont au cœur de cela. Dernier mot, j'ai entendu beaucoup de choses sur le sens et l'humain, ça c'est l'anthropologie, merci. Deuxièmement, il y a aussi autre chose que je voudrais attirer votre attention, à vous tous et toutes les managers. C'est que, et Claude Lévi-Strauss en parlait, on parlait du groupe, on parlait du sens collectif, c'est le consentement. Le consentement. On a vu les enquêtes, donner du sens, motiver les équipes, oui, entièrement d'accord, c'est le rôle des dirigeants et des managers. Maintenant, la meilleure façon d'avoir une adhésion de tout le monde dans un sens partagé, un sens commun, c'est de bien évoquer ce que l'on veut faire, évidemment, ça c'est le rôle des management et des dirigeants, mais surtout faire en sorte que les personnes ont le sentiment de participer, non pas qu'à la conduite du projet, mais aussi à sa constitution. Et à partir de là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Poliani, c'était un petit peu évoqué. Le terme n'est pas connu en français. Ça veut dire que nous avons tous et nous avons toutes plus de compétences que nous sommes capables d'en dire. Et comment les faire émerger dans cette partition? Alors, ce n'est pas du bottom-up ou du top-bottom, c'est des boucles d'interaction complexes. François Guérin, est-ce que vous diriez que la pérennité du groupe CETI, c'est un groupe, hein, évidemment, pour être tout à fait précis, 7 sites de fabrication, je parle sous votre contrôle, 1300 collaborateurs et 190 millions d'euros de chiffre d'affaires. La pérennité de CETI, c'est d'avoir mis de l'anthropologie et de l'humain dans votre groupe depuis qu'il existe. Et dans la continuité de Yann Rolland, à qui qu'on salue évidemment depuis Paris. Oui, parce qu'on a fait un changement de présidence récemment. Alors, la démarche RSE dont on a parlé, effectivement, elle est active chez nous depuis très longtemps. Yann Rolland avait initié le développement de l'entreprise basé sur cette notion de RSE. Et dans RSE, il y a la lettre R qui veut dire responsabilité. C'est-à-dire que ce mot responsabilité, il est vraiment dans notre ADN et dans tout ce qu'on fait. On se pose la question de notre responsabilité. Et donc, cette RSE, au début, très intuitive, petit à petit, c'est structuré. Et puis, elle a irrigué toutes les activités d'entreprise. Et aujourd'hui, elle est complètement, je dirais, incarnée et dans notre quotidien. Voilà. Donc, le développement de l'entreprise s'est fait effectivement basé énormément sur cette dimension RSE. Vous n'avez pas, François Guérin, vous n'avez pas attendu la crise. Alors, c'est peut-être un accélérateur des transformations, des mutations, mais ça faisait partie du projet. On évoquait la présence et la force de Yann Rolland sur ses convictions, le flambeau que vous avez repris aujourd'hui comme président. C'était dès le départ dans l'ADN de ce projet d'entreprise? Oui, l'entreprise, elle a dans son ADN
cette dimension de responsabilité. Et quand vous mettez ça, je pense qu'il y a d'autres choses qui se transforment automatiquement. Quand on parle de responsabilité, ce n'est pas que la responsabilité du dirigeant, c'est un collectif. Et donc, on a associé à ça d'autres aspects, comme l'actionnariat salarié. Alors, au début, c'est une partie de l'entreprise, mais aujourd'hui, on a basculé effectivement entreprise à mission. Et par exemple, cette responsabilité, c'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, nous avons 50% des salariés actionnaires et qui détiennent 18% de l'entreprise. Et c'est toute une dynamique différente. On a des salariés engagés, impliqués, et l'entreprise, c'est la leur. Le sens et le projet qu'on a construit, c'est aussi le leur. On parlait tout à l'heure, dans mon introduction, en tout cas, j'évoquais la notion de formation, du parcours, formation intellectuelle, formation tout court du dirigeant. Vous pensez que ça tient à ça, de ce que Yann Rolland était, de ce que vous êtes aujourd'hui? Ça vient de vous quand même, c'est incarné? Je pense qu'au début, forcément, il faut des convictions du dirigeant. S'il n'y a pas ça, il ne se passera pas grand-chose. Parce qu'il faut forcément, à un moment donné, accepter qu'il y ait ces changements-là. Et si ce n'est pas incarné dans l'actionnariat et la gouvernance, c'est difficile aux collaborateurs de dire faites les changements si en haut ça freine. Donc forcément, il faut cette conviction-là. Mais après, on va loin si on embarque tout le collectif. Bruno Le Merveilleux, est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos? C'est une histoire complètement différente, évidemment, celle d'Océalliance. C'est une entreprise qui était en grande difficulté en 2011, on peut le dire. Vous êtes arrivé en 2018, 7 ans après. Dans quel état, justement, d'engagement, de maturité, de ces démarches vous avez trouvé ce groupe en arrivant chez Océalliance? Alors, pour faire un petit peu d'histoire, Océalliance est né en 2011, donc c'était une société, donc le mariage, c'est la transformation du poisson frais, dans le sud-ouest, qui était en difficulté, d'une entreprise familiale, qui a été rachetée par un fonds de retournement qui s'appelle Perceva, qui est très connu sur la place parisienne, qui est notre actionnaire actuel, qui a remis un management et une stratégie, qui a fait une première croissance externe en Bretagne Sud fin 2015, donc ça faisait un groupe qui faisait à peu près 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, et une troisième croissance externe fin 2016 pour faire un groupe national qui est le leader en France du mariage, qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe, finalement, il est assez jeune, 2017, c'est le début, avec des entreprises et une vision différente, une culture différente, une histoire différente. C'est un milieu où l'humain est très important, la confiance, la parole. Et donc, le projet, si vous voulez, c'était vraiment de mettre l'humain au cœur de la réussite. Parce que sans l'humain, sans les hommes, on n'aurait jamais pu réussir à construire un projet d'entreprise. Donc moi, je suis arrivé en début 2018 avec un groupe qui était quand même encore un peu en difficulté, qui avait du mal à se sortir de ces difficultés économiques, qui avait aussi connu des croissances peut-être un peu trop rapides en termes de croissance externe. Et donc l'enjeu au départ, ça a été de construire un projet de groupe. Et puis, donc, au travers de séminaires qu'on a d'ailleurs réalisé avec Quaternaire à l'époque, on a essayé avec les directeurs, avec le comité de direction, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire d'Océalliance finalement, où est-ce qu'on veut aller dans les 5 ans ou les 6 ans qui viennent, et qu'est-ce qui pourrait être le lien, notre ADN à tous, qui fait que des entreprises qui étaient encore concurrentes il y a 3 ou 4 ans ou il y a 5 ans arriveraient à se mobiliser autour d'un projet qui soit commun à tout le monde. Donc on a fait 3 séminaires avec l'ensemble du COMEX et des directeurs pour essayer de se donner une vision, de se dire tous ensemble où est-ce qu'on peut arriver. Et puis après, une fois qu'on a défini tout ça, on s'est donné des objectifs, des axes stratégiques en se disant voilà ce qui pourrait permettre de mobiliser tout le monde autour de ce projet stratégique. Et ensuite, on a fait un séminaire avec l'ensemble de l'encadrement, avec un COMEX qui était soudé autour d'objectifs qui avaient déjà été échangés. Et on s'est dit, voilà, sur nos axes stratégiques, c'est quoi nos priorités à tous, si on veut être plus fort demain, si on veut s'en sortir et si on veut mobiliser tout le monde et entraîner toutes les équipes. Et là a démarré une belle histoire, puisque 4 ans après, voilà, on a bien amélioré nos résultats, on est sorti de tout ça et tout se passe maintenant très bien. Et puis c'est, je dirais, la mobilisation de toutes les équipes au travers de ce projet qui ont permis de se donner cette vision. Après, derrière, je dirais, ce qui aussi joue beaucoup, c'est, moi c'est un petit peu ma vision des choses, c'est la responsabilisation, l'autonomie. On a chez Océalliance un siège qui est très court, on n'est même pas 20 au siège.
À l'époque, on avait un siège qui était le double, que j'ai volontairement réduit de manière à pouvoir donner le maximum d'autonomie et de responsabilisation aux équipes sur le terrain. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les 12 sociétés, il y a à la tête des vrais chefs d'entreprise. Voilà, là on peut Avec le une dire. organisation très décentralisée, on y reviendra. Un siège aussi, je précise, que vous avez déplacé, qui était à Nantes et que vous avez déplacé à Lorient pour être plus près de la mer, sans doute, et de vos activités. 2018, vous arrivez, vous écrivez ce plan stratégique, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que vous avez une vision qui est très claire, sauf que 2 ans après, il y a la crise. 50% de baisse de chiffre d'affaires, Voilà. il faut rassurer les banquiers, les investisseurs. Comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui? Une relation au temps qui est bousculée, qui change? Déjà rassurer un actionnaire, parce que c'est pas toujours facile. On avait vécu aussi avant les gilets jaunes, parce qu'on est quand même d'un produit ultra frais. On a été très perturbé avec des blocages sur des ports, etc. Donc la première année, les gilets jaunes, ensuite le Covid, la seconde année, puis après on a eu le Brexit aussi pour finir, qui concerne la pêche. Donc on a à peu près tout eu. Ça donne envie. Il y a des fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra cachée dans mon bureau. Peut-être, peut-être. Le Covid, oui, donc c'est 50% de baisse de chiffre d'affaires. Je dirais, heureusement, ce qui nous a permis de bien passer cette crise, c'est justement ce projet d'entreprise avec des équipes qui étaient soudées, fédérées autour du même objectif. Et de 50% du chiffre d'affaires perdu, on a finalement réussi à remonter à 80% de chiffre d'affaires au bout de 3 mois. Et puis de s'en sortir, de réussir à équilibrer les comptes à ce moment-là. Et puis finalement, maintenant, au sortir de la crise, on s'aperçoit qu'on en a tiré une opportunité. À la fois humaine, parce qu'il y a un vrai élan aujourd'hui, une vraie solidarité. Les sociétés qui parfois, par le passé, ne se parlaient même pas. Voilà, il y a eu aussi besoin d'entraide pendant cette crise, donc il y a eu un vrai collectif. Et ça, on le sent vraiment aujourd'hui. Tout le monde est fier de porter la veste Océalliance. Toujours sur la notion du temps, François Guérin, je voudrais qu'on revienne là-dessus quand même. Est-ce que cette crise a entravé la vision justement que vous portiez chez SETI? Je parlais de cette relation au temps qui s'est dilatée, qui a peut-être sans doute mis des bâtons dans les roues dans ce projet que vous continuez de développer chez SETI. Mais au contraire, je dirais, nous, on a profité aussi de la période du confinement pour accélérer les changements. Et moi, je suis j'étais directeur général de l'entreprise depuis 12 ans, Yann Rolland président. Et au contraire, dans cette période-là, on a dit on a construit le projet de transmission qui s'est passé, clôturé le 30 juin, dans lequel on a associé plusieurs choses et que je veux dire, on a ancré tout ce qu'on croyait dans un projet très innovant. On voulait assurer et pérenniser le sens qu'on a donné à tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, et puis garantir l'indépendance. Et comment on assure tout ça? Donc on a fait plusieurs choses. Et je suis halluciné parce qu'il y a des choses on a créé un modèle assez unique. D'abord, Yann Rolland a donné 40% de ses titres à une fondation qu'il a créée, une fondation philanthropique. Et moi, ça m'a aidé, cette fondation, parce qu'elle constitue 1/3 du capital maintenant, pour monter derrière, faire un montage financier. Mais le fait qu'il donne ses titres, ça détendait complètement le modèle. Je suis monté aussi capital et j'ai embarqué 50% des salariés, tous ceux qui voulaient. Ce n'était pas réservé uniquement à une caste de dirigeants, de cadres. Hein. On a des ouvriers, on a des techniciens, on a des cadres actionnaires. Troisième chose, on a choisi des fonds engagés. Donc on a des fonds à impact, des fonds dédiés à la transition énergétique qui sont alignés sur ces enjeux stratégiques. Et enfin, quatrième point, tout ça c'est ancré dans des statuts d'entreprise à mission, avec une raison d'être qui a été travaillée en collectif, avec des objectifs qui ont été travaillés dans le collectif de l'entreprise. Et tout ça, ça a constitué un sens très fort et qui est ancré dans les statuts. Ça ne sera jamais une variable d'ajustement. L'entreprise a un sens écrit de façon collective. Voilà, donc ce modèle-là, il a été réfléchi, conçu pendant la crise, et je dirais que ça ne fait que renforcer notre conviction. Et maintenant, ça nous porte, et ça crée vraiment une dynamique très forte. Donc la fondation actionnariale, il n'y en a que 15 en France, mais je crois que c'est un modèle qu'il faut vraiment regarder de près. Ça existe beaucoup effectivement en Europe du Nord, en Allemagne aussi, en Suisse, en Suède. Et il y a beaucoup d'entreprises, et des grandes, hein, je pense à Velux, Bosch, des grands noms, Lego, qui sont détenus par des fondations. C'est-à-dire que le capital familial est transmis à une fondation qui a un but philanthropique. Nous, les seuls dividendes qu'on va remonter pendant plusieurs années, c'est uniquement, soit les résultats ils restent dans la boîte, soit ils sont remontés vers la fondation en but philanthropique. Tout ça, ça crée du sens. Quel est le niveau d'engagement des collaborateurs? Comment est-ce que ça se transforme en termes managériels, ce sujet-là? Nous, on a monté une vraie école de management responsable interne, qui sont plusieurs modules. On apprend aussi, ensemble,
à bien travailler en collectif, à bien s'écouter et à toujours associer une vision long terme et une vision court terme. Parce que la vie d'entreprise, c'est ça aussi. C'est s'adapter au court terme, mais jamais perdre le cap du long terme. Et on a écrit et formaté une vraie école de management, management responsable fondamentaux, management responsable approfondissement, et ça nous crée une culture commune. Et ça constitue effectivement ce socle culturel qui fait que les gens savent travailler ensemble et sont engagés. Mais comment est-ce que les gouvernances, nos chefs d'entreprise, nos managers aussi peuvent réfléchir en termes de gains et non plus de pertes dans ces engagements évoqués notamment par François Guérin? On a regardé quels sont les aspects universaux de ces transformations. Et des collègues chercheurs se sont interrogés sur, tiens, regardons un petit peu dans notre espèce, bien sûr, chez des grands singes et d'autres espèces comme les macaques, les babouins, les antelles, etc. Il y en a plein que vous ne connaissez pas. Quels sont les groupes qui innovent? Donc là, la question n'est pas celle de savoir si nous, les sapiens, on est meilleurs que les chimpanzés, meilleurs que les bonobos, que les babouins, les macaques, etc. Ce n'est pas la question posée. C'est quelle que soit l'histoire de l'espèce, quels sont les groupes qui innovent ou pas? Ça peut vous surprendre, mais ils sont très doués. Et là, ils sortent deux typologies. Vous l'avez évoqué, les macaques et les chimpanzés. Chez les macaques, c'est un système, alors ça c'est les pires, c'est les macaques rhésus, c'est du top-bottom, pas de culture d'essai-erreur, que de l'exécution, que du management, entre guillemets, donc descendant. En plus, ça va évoquer quelques souvenirs ou réalités du népotisme, c'est-à-dire qu'au même niveau de l'entreprise, vous avez des gens qui sortent de la même école ou du même milieu, et des structures dans lesquelles le statut prévaut sur la compétence. Mais il y a toujours des macaques. Maintenant, chez les chimpanzés, là, c'est pas là aussi la mode stupide de l'holacratie du bottom-up. Là, vous savez, on a dit c'est plus de top-bottom, c'est que le bottom-up. Ça ne marche pas. Donc on a regardé, et là, c'est plutôt les chimpanzés, mais quand ça marche bien, c'est des variations sur les deux modèles, bien sûr. Et là, c'est un leadership qui est bien assumé. Le groupe est bien installé autour d'un leadership qui est bien représenté. Sachant que ça peut changer très vite chez les chimpanzés aussi, parce qu'ils font de la politique. Il ne suffit pas d'être le plus fort. Mais c'est aussi un groupe qui, avant de s'engager, va faire en sorte que ces nouvelles idées ou ces nouvelles possibilités soient testées de manière modulaire, c'est-à-dire par des sous-groupes. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, tous les deux d'ailleurs, vous aviez un ensemble d'entreprises, mais regardez un petit peu effectivement les expériences qui peuvent avoir ici et ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'innovation et dans l'évolution. Souvent, les innovations viennent de la périphérie. Pourquoi? Parce que les groupes qui sont en périphérie sont dans des conditions locales qui sont différentes, des marchés un peu différents, des ressources un peu différentes. Et là, ils doivent trouver des solutions intéressantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont s'appliquer partout. Vous, ce qui se fait à Lorient, ce n'est pas forcément ce qui va s'appliquer dans le bassin d'Arcachon. Mais néanmoins, c'est des expériences précieuses. Et l'importance, justement, et c'est ça, justement, le modèle chimpanzé, c'est évidemment avoir une orientation bien affichée, avec un vrai leadership, mais aussi de percevoir que avant de s'engager, on va tester les différents aspects. Ça s'appelle en fait les méthodes agiles, qui peuvent être amendées, récusées, améliorées ou simplement prises comme cela. Mais aussi un management qui est attentif à toutes les initiatives locales et au fait que les personnes, on l'a dit tout à l'heure, puissent avoir des potentiels en termes de participation, d'innovation, le paradoxe de Poliani que j'ai cité tout à l'heure. Et donc c'est des boucles d'interaction constantes. Top, bottom, etc. Et plus l'entreprise est libérée, c'est-à-dire dans le vrai sens du terme, libérée au sens où on libère les compétences, les enjeux, la participation, plus il faut un leadership qui soit bien affiché en termes d'objectifs communs. Quand vous êtes chez les macaques, pas besoin d'objectifs affichés, c'est un modèle d'exécution. Tu bosses ma fille, tu bosses mon gars, qu'importe, ça ne va pas, tu te dégages, etc. Typiquement, c'est ce qui se passe en ce moment, de manière un petit peu caricaturale, je vous l'accorde, mais dans la pharmacologie. Qui aurait imaginé qu'on aurait autant de vaccins diversifiés en 6 mois? Vous vous souvenez, on disait que c'est au moins 2 ans. Parce que souvent, on fait la prospective sur ce qu'on a déjà, mais pas ce qu'on va avoir. Et les nouveaux outils vont extrêmement vite. Tant mieux. Le séquençage de l'ADN, c'était beaucoup plus rapide. Les vaccins, c'était plus rapide. Il y a des tas de choses qui font beaucoup plus vite, heureusement. Mais la chose étant, c'est si vous êtes dans la recherche de nouveaux vaccins, vous allez vers les méthodes chimpanzés. Maintenant, si vous êtes dans les génériques, dans un marché qui est bien défini,
où les attentes de clients sont bien précises, on attend un peu d'amélioration incrémentale, on réduit les coûts, on augmente un peu les prix, on se débrouille. N'allez pas sur le modèle chimpanzé, allez sur le modèle macaque. Donc c'est pour ça que c'est du management. Ne soyez pas... Ah oui, c'est formidable de chimpanzé, mais si vous êtes sur un marché prédéfini et vous allez avec les méthodes de chimpanzé, formidable, tout le monde, les gens vont être contents, mais ça ne va pas aller bien loin. Donc tout ça, c'est du management. Et puis la dernière remarque, c'est sur une espèce de singe qui teste, entre autres, les travaux de Daniel Kahneman. Et donc sur votre question sur comment on présente les choses sous forme de gain ou de perte. Alors on va faire un petit jeu, ça va être ludique ce matin. C'est le jeu du capucin, des jetons et des pommes. Donc on donne des jetons au singe capucin. Vous n'avez pas idée, mes chers amis, à quelle vitesse ils deviennent capitalistes, au grand désespoir de certaines gauches écologiques. On leur donne des jetons, et donc on va jouer. Votre prénom, si vous permettez. Guénolé, François. Guénolé, François et François. Donc. Guénolé et François. Donc c'est moi le singe, je commence bien pour vous. C'est moi qui ai les jetons, et je donne un jeton à Guénolé, et il me donne 2 pommes. Je suis content. Arrive François, le même jeton, il donne 3 pommes. Là, François me semble quand même assez sympa. On continue, régulier, Guénolé, un jeton, 2 pommes. Mais le coup d'après, François ne donne qu'une seule pomme. Alors là, je commence à regarder François différemment. Et vous faites l'expérience un nombre pair de fois. Et effectivement, j'aurais donné pour le même nombre de jetons que ce soit Guénolé. Avec François, j'aurais eu mes 2 pommes. Mais je préfère avoir affaire à Guénolé. Pourquoi ? Parce que je garantis mes gains. Maintenant, on fait le même jeu sous forme de perte. Et là, ce dont je vous dis, ce n'est pas une affaire de singe. C'est les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, ce qu'on appelle l'économie comportementale. Et donc là, cette fois-ci, on fait miroiter 3 pommes. Je donne mon jeton à Guénolé. Il est super régulier, Guénolé. Il me donne 2 pommes, donc j'en perds une. Ça m'énerve. Je suis vers François, je donne un jeton, 3 pommes. Ça commence toujours vachement bien avec lui. Donc, il me donne 3 pommes, je suis content. Et on continue. Guénolé, toujours 2 pommes, j'en perds une. Et là, le coup d'après, il m'en donne qu'une, donc j'en perds 2. Attendez, vous donnez ça à une machine. La machine n'a pas d'émotion, elle calcule. Et la machine vous dira, attendez les gars, dans tous les cas, pour le même nombre de jetons, vous avez le même nombre de pommes. Sauf que, quand vous présentez un projet de transformation, si c'est présenté sous forme de gain, on préfère évidemment avoir des gens réguliers. Par contre, si c'est perçu sous forme de perte, on va faire des paris sur les pertes. Et c'est pour ça que je suis un peu énervé quand les politiques nous disent, ou les pseudo-économistes, en parlant de Joseph Schumpeter, de la destruction créatrice. Si vous ne présentez pas bien le projet, les gens voient la destruction, mais ils ne voient pas la création. OK ? Et donc c'est pour ça qu'en termes de management, ces notions de sens, de partage, etc., sont absolument essentielles, que ce soit présenté sous forme de gain ou de perte, alors que globalement, c'est les mêmes résultats dans cette expérience, évidemment, qui reflète un état général de notre psychologie évolutionniste, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des gens qui vont adhérer au projet ou pas. Et ça, donc, c'est effectivement, là, si vous voyez bien que dans ce modèle-là, la notion de perspective partagée et de sens et d'humain joue un rôle absolument essentiel pour à savoir, est-ce qu'on maintient nos gains par rapport à la tempête ou est-ce qu'on s'engage sur un nouveau projet. Attention, il y aura peut-être des petits sacrifices au départ, mais on va s'engager sur quelque chose qui nous rapportera plus. Et ça, c'est un vrai enjeu de management. Mais on voit bien que ce qui est important, c'est l'épouillage chez les singes. Alors, l'épouillage, c'est quoi ? C'est se retrouver. Vous allez vous épouiller toute la journée. Là. Et en fait, ce qui est très important... Ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. On se retrouve. Ce qui est très important, c'est que les études sont très claires à cet égard, et quelles que soient les espèces. Ce qui vaut chez nous, plus le temps de relation entre les personnes est qualitatif, plus vous aurez une espèce de contrat psychologique engagé dans la solidarité, dans l'entraide et l'écoute. Et là, ce n'est pas la théorie. On avait fait ça avec Christian Nibourel à l'époque où dirigeait Accenture, où il avait déjà engagé cet aspect-là. Alors pourquoi l'étude de chimpanzés ? Parce qu'ils ont des sociétés de fusion-fission. Ça veut dire quoi ? Ils fusionnent pour des tâches importantes, à très haute qualité qualitative, ou pour l'innovation, et ils se séparent pour des tâches. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est sur ces nouvelles stratégies de fusion-fission avec les formes de travail à distance, dont à domicile, bien sûr, eh bien, comment faire en sorte que les personnes se réunissent au moins 2 fois par semaine, ça, je veux dire, je vais être très clair là-dessus, c'est très important, pour des tâches valorisantes, qui donnent du sens, qui engagent l'entreprise, mais aussi qui sont très importantes en mettant des aspects ludiques, voire récréatifs. Ça peut vous surprendre, mais sur le plan cognitif, c'est extrêmement important d'être dans cette attitude. Maintenant, il y a plein de tâches qu'on peut faire à distance qui ne nécessitent pas d'être en présentiel par rapport à cela. En quelques mots, est-ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur l'évolutionniste, que les organisations qui ne s'engagent pas vers un modèle type chimpanzé sont vouées à disparaître ? Non, parce que ça va dépendre vraiment des marchés. Ça va vraiment dépendre des enjeux dans lesquels vous êtes. Si vous êtes dans le générique, n'allez pas, vous faites de l'innovation incrémentale. Ça continuera. Les macaques sont toujours là. Donc attention aux phénomènes de mode. Soyons très clairs.
hein. Et derrière cela, effectivement, ça va être le rôle des consultants et des managers et des dirigeants, tout en sachant que, faites gaffe, hein, il y a des variations autour du modèle macaque, il y a des variations autour du modèle chimpanzé, mais ce n'est pas un petit coup de l'un, un petit coup de l'autre. Vous êtes vraiment sur des attitudes et des engagements qui sont radicalement différents. Alors, petite entreprise, Guénolé Merveilleux, vous n'êtes pas une petite entreprise, vous êtes un groupe constitué. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer, harmoniser une vision quand on a 12 sites de production différents? J'ai 25 ans dans l'agroalimentaire. On voit des entreprises qui ont mal évolué parce qu'on veut centraliser, parce qu'on veut que tout se décide en haut. Et je pense que, enfin, moi, c'est mon avis, je pense que c'est une belle erreur. Moi, je dirais que j'ai peut-être une qualité, c'est je suis conscient que je ne sais pas faire grand-chose. C'est peut-être ma qualité. Enfin, je me dis ça des fois. Et donc, du coup, je suis obligé de bien m'entourer. Voilà, et d'avoir des gens qui sont compétents et qui vont travailler. Et donc, du coup, je pars de ça en me disant, ben voilà, Guénolé, c'est comme ça, je vis bien avec, je l'assume, je ne sais pas faire grand-chose. Et donc, du coup, je m'entoure de personnes de valeur. Et puis, je leur fais confiance, tout simplement, parce que aussi, je les ai choisis et je fais en sorte de les choisir. Ça, c'est aussi une condition. Et après, derrière, quand vous donnez votre confiance, que vous acceptez de ne pas être au courant de tout, que vous acceptez de déléguer, que les choses se passent sans que ça passe par vous, eh bien, quand vous arrivez à faire ça et que ça se passe bien et qu'il y a toujours cette relation de confiance qui est là, eh bien, vous vous apercevez que ce sont les collaborateurs qui font la performance finalement. Et que vous faites quoi tous les jours, vous amenez le sens toujours, c'est quoi le projet, etc. Et aussi, je pense qu'on a le reflet de son engagement. On est quand même aussi un modèle. Donc moi, le siège est à Lorient, mais je suis présent le lundi au siège et après toute la semaine, je suis dans les entreprises tout le temps. Je m'installe au milieu des commerciaux, sur un bureau, n'importe où, un bout de chaise, et puis je passe ma matinée à travailler, et à écouter, et à m'enrichir de ce qu'ils font, et à essayer de trouver des idées et de leur proposer de nouvelles choses, toujours en gardant à l'idée que c'est eux qui vont faire la performance, c'est pas moi. Il faut, pour que ça fonctionne, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, et alors un mot qu'on utilise souvent, un peu galvaudé, de bienveillance. Comment ça s'incarne concrètement, comment ça se traduit au quotidien dans le groupe CETI auprès des 1300 collaborateurs, avec une taille d'entreprise évidemment intermédiaire. Est-ce qu'on a donné, quand une personne est en échec ou vit un moment difficile, la première question c'est est-ce qu'on lui a donné tous les moyens? Est-ce qu'il a eu les bonnes formations? C'est la première responsabilité, c'est pas la personne, c'est le manager. Revenons à des choses simples. Et sur le management, nous on pratique ce qu'on appelle le point hebdo. C'est basique, mais alors ça se fait à une fréquence soit hebdomadaire, soit tous les 15 jours, mais il y a un one-to-one entre le manager et son collaborateur. Et on met tout sur la table et on traite les sujets opérationnels, mais aussi comment tu vas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on le traite. Là aussi, une entreprise qui donne du sens, elle est crédible si elle s'occupe des petits problèmes du quotidien. Donc nos managers sont formés à ce qu'on appelle la proximité. On a deux façons de résoudre les problèmes, deux moyens très efficients, c'est la tête et les jambes, mais surtout les jambes. C'est-à-dire que si je ne vais pas sur le lieu du problème, ma tête, elle ne sert à rien. Il faut travailler sur des quick wins, sur des victoires rapides, sur une relation gagnant-gagnant. Comment est-ce qu'on installe ça au quotidien et concrètement dans vos équipes? Alors, oui, c'est sûr que chez Océalliance, on a mis en place une vraie culture de la performance, hein, ça faut être clair, parce qu'on en avait besoin. Donc, il y a aussi dans notre projet des quick wins, des plans d'action. On a aussi réorganisé des choses parce que ça, c'est aussi la vraie vie. Et puis derrière, on a beaucoup d'indicateurs économiques. Tous les jours, chaque société a son chiffre d'affaires, sa marge brute, son EBE. C'est analyser ses performances par produit, par client. Enfin, on a amené aussi beaucoup de performances, beaucoup d'économies, de gains, parce que c'est aussi nécessaire. Donc il faut à un moment donné aussi trouver l'équilibre entre la vision un peu familiale de cette entreprise, la cohésion, le projet d'entreprise, et puis amener cette performance parce qu'elle est nécessaire. Et ça, vous savez, c'est la querelle des indices. Hein. Est-ce que le PIB est le bon indice? Plus généralement, ça fait quand même la commission Stiglitz, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a un véritable enjeu qu'on ressent bien tous. On a du mal à chiffrer, mais malheureusement, ce qui est chiffrable, c'est important.
mais qui ne bénéficie pas peut-être à l'ensemble de tous les enjeux des entreprises qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à ce temps qui n'est pas du tout un temps perdu, mais on est sur le qualitatif. Et évaluer le qualitatif, c'est très compliqué, mais on voit bien sur les résultats globaux. La dimension d'une taille intermédiaire qu'on évoquait, 1300 collaborateurs, c'est un groupe constitué plutôt la bonne échelle pour expérimenter. Ouais, moi, je pense que l'ETI... Vous parlez de laboratoire, c'est intéressant. En quoi c'est un laboratoire? L'entreprise de taille intermédiaire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est suffisamment petite pour être en proximité, en agilité et en capacité de créer des laboratoires, de l'innovation, mais elle est aussi suffisamment grande pour impacter, pour exporter, pour innover avec des enjeux sur long terme, pas de l'innovation uniquement court terme, mais pour faire aussi, pour essayer d'aller sur des vrais sujets de rupture. Donc c'est un modèle où on garde la proximité et l'agilité, mais on a des leviers pour agir et de façon impactante. Et ce modèle-là, je trouve que c'est effectivement ce qu'on appelle un peu le chaînon manquant de l'économie française, comparé à l'économie allemande. Et donc je crois qu'on a besoin de TI. Voilà. C'est un modèle où on peut innover, explorer, et en même temps vraiment avoir une vision long terme et durée. Chacun à son échelle, on peut démarrer quelque chose, et à son échelle. Et petit à petit, ce qu'on a semé grandit, et à la fin, ça irrigue toute l'entreprise. Donc il n'y a pas de critères de taille. Et chez DERO, on a bien tous les profils d'activité, tous les types d'entreprises. Ça part de la conviction du dirigeant que moi, je peux faire quelque chose. Et ça peut démarrer par un angle social, sociétal, environnemental. Chacun a son mode. On voit des entreprises qui arrivent à la RSE par l'angle social, c'est plus leur fibre. Mais quand on fait du social et si on laisse l'environnemental de côté, au bout d'un moment, il y a un bug. Donc ça embarque le sujet aussi. Parce que l'entreprise, je pense, elle est plus binaire. Elle ne dit pas RSE ou performance économique. L'entreprise, elle est systémique, elle est globale. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, en pensée complexe. On parle évidemment de cette vision d'avenir, Guénolé. Comment est-ce que c'est un cap? Comment est-ce que ça peut être également, ou en tout cas contribuer à la marque employeur? Ça a été évoqué par Alexandre dans son introduction brillante, d'évoquer notamment le manque de matières premières, mais de matières ressources humaines. Est-ce que vous exploitez suffisamment, selon vous, dans le bon sens du terme, cette vision, ces engagements que vous prenez chez Océalliance pour en faire, ou contribuer en tout cas à développer la marque employeur? On a fait une enquête sociale sur une des sociétés, une des grosses sociétés du groupe dans le sud-ouest qui est Fourreau-Marais, où tous les collaborateurs, les 100 collaborateurs ont été reçus par la DRH et le directeur de site pour qu'on ait aussi leur vision de la société, ce qui marche pas, et qu'est-ce qu'on doit aussi changer dans les années qui viennent en termes d'organisation, de vision, de conditions de travail, de RSE, etc. Et on en a tiré un grand plan d'action qui nous donne une vision à 1 an ou 2 ans de ce qu'on doit changer, comment on doit faire évoluer les choses. C'est une société qui est en belle croissance de 15%. Alors, dans notre métier, c'est une très belle croissance. Et donc, du coup, un peu victime de tout ça. Donc, on travaille là-dessus. Et puis après, derrière, on essaie aussi de travailler sur la valorisation des métiers, sur la promotion interne. On ne va pas se mentir, c'est compliqué dans l'agroalimentaire. Alors, on peut se dire les choses, c'est compliqué d'attirer. C'est très compliqué d'attirer dans notre métier. Donc on essaie d'encourager énormément la promotion interne. Je parlais de Furig-Marie tout à l'heure. On a une femme, 39 ans, qui est à la tête de la plus grosse société du groupe. Donc dans le mariage, c'est quand même un métier, entre guillemets, un peu un métier d'homme quand même, qui a commencé opératrice de vente il y a quelques années. Donc c'est des très beaux parcours. Il y a des gens qui démarrent au tri du poisson au départ, qui passent filter, et puis après qui achètent sur l'écrier, qui finissent vendeurs, voire des fois directeurs de société. Donc voilà, donc ça c'est des très très beaux parcours. On travaille matière noble, et puis on est aussi dans des conditions de travail qui sont sympas, au bord de mer, comme ça. On a le matin quand le soleil se lève, on a aussi la belle vue sur la mer des fois, donc c'est sympa. Mais voilà, il y a pas que la Tour Eiffel dans la vie. On parle trop de l'agroalimentaire, du froid, de l'humidité, etc. Non, c'est des horaires décalés. C'est des métiers qui sont super valorisants, avec des évolutions possibles. Et en plus, dans l'agroalimentaire, souvent, il y a beaucoup d'autonomie, on peut élargir les postes, il y a de la compétence, la polycompétence, etc. Et donc ça, on essaie vraiment de le mettre en avant et de le mettre aussi dans les journaux locaux, de le mettre aussi sur LinkedIn et de raconter nos parcours. Et on voit qu'en 4 ans, on attire de plus en plus de jeunes.
et de plus en plus de collaborateurs d'entreprises extérieures qui tapent à la porte en disant voilà, on sent un dynamisme, on sent une vision chez Océalliance et on est prêt à rentrer. Après, derrière, on fait aussi beaucoup de formations avec Pôle emploi pour pouvoir former des gens au filetage, parce que ce sont aussi des très beaux métiers. Et puis pour essayer justement de recruter des jeunes dans le métier, quoi. C'est d'abord être bien cohérent en interne. Effectivement, sur ça, on peut s'appuyer et ça fait rayonner automatiquement en externe. Et la marque employeur, après, elle est portée par des tas de choses, hein. C'est nos collaborateurs, c'est tous nos partenaires qui travaillent avec nous, c'est nos clients, parce que au bout d'un moment, ça se voit aussi dans les relations commerciales, ça se voit dans les produits que l'on fait. Et tout ça fait que le recrutement est plus simple. Et ça, vous savez tous, de toute façon, vous savez que les jeunes de tous les écoles supérieures de Paris ont signé il y a 2 ans, ils étaient 30 000 à signer ça, qui ne vont rejoindre que des entreprises qui s'engagent pour la planète. Ça me paraît évident que simplement en faisant ça, la communication, elle rayonne facilement. Et puis les jeunes, ils vont regarder aussi, c'est pas pour ça uniquement qu'on est parce que entreprise à mission, hein, mais quand ils vont regarder entreprise à mission et les entreprises crédibles sur ça, mais ils vont tiens là, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que ça a sûrement du sens et donc c'est le moyen d'attirer les talents. Bon, on parlait des collaborateurs, des collaboratrices confondus. Vous évoquez ces populations plutôt qualifiées dans ces grandes écoles. Ça oriente le recrutement de vos managers très clairement. Oui. Vous êtes attentif à quoi ? La première chose qu'on recrute, c'est la notion de valeur, mais de ce sens du collectif, ce sens de la responsabilité. Et les compétences, quand je recrute, je suis centré sur ça. Après, mes collaborateurs vont peut-être tester des choses sur la compétence. Mais si on n'a pas les valeurs, la greffe ne prend pas. Et chez nous, c'est flagrant. Pascal Pic, vous observez toujours nos dirigeants avec votre œil d'évolutionniste, de paléontologue. Ah, c'est super grand singe. Alors, on est passé... Exactement, mais c'est-à-dire qu'on est pleinement là, dans un système darwinien. On va rechercher des compétences et des gens qui sont capables de s'adapter, évidemment, aux évolutions. Première bonne nouvelle, c'est que autour de nous, moi je le vois dans ma famille, autour parmi les jeunes, ils se sont précipités il y a une dizaine d'années dans les métiers de l'e-commerce, ils en ont marre d'être assis toute la journée devant un ordinateur. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont revenir vers des métiers comme ça, en tout cas avec de la valeur. Ça c'est la première bonne nouvelle, indépendamment du fait qu'en effet, il y a ce dysfonctionnement, ces inadéquations entre l'emploi et à pourvoir et le chômage. La deuxième chose, vous avez évoqué quelque chose qu'on appelle maintenant les systèmes de valeur partagée. Ça veut dire quoi ? Il y a 3 niveaux dans la RSE. Le premier niveau, c'est je limite mes externalités négatives, ça c'est déjà bien. Le deuxième niveau, ok, j'ai toujours des externalités négatives parce que toute adaptation est un compromis. Eh bien, je compense, c'est la philanthropie. Donc, d'actions dans la société ou l'environnement, donc vous financez, vous aidez. Et le troisième niveau, et c'est là qu'on en est aujourd'hui, et avec une appétence des jeunes, c'est le système de valeurs partagées. Ce qui veut dire, et là merci François d'avoir dit ça, c'est que ça commence à l'intérieur. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais je me souviens que son prénom c'est Venir, je ne sais plus comment, qui disait « Employees first, clients second ». Et M. Charles Branson raconte shareholder third. C'est un débat qui est fondamental en ce moment, qu'on ne connaît pas en France, entre les stakeholders et les shareholders. Les stakeholders, c'est l'actionnariat, modèle de Milton. Aujourd'hui, c'est les shareholders, c'est-à-dire toutes les parties prenantes internes et externes, qui ne prennent pas le pas. On a besoin des actionnaires, c'est évidemment, ils ont besoin d'être rémunérés, c'est une évidence, personne ne va à l'encontre de cela. Mais on voit bien que maintenant, il y a une prise de conscience qui est vraiment extrêmement forte, qui monte. Et ce système de valeurs partagées, c'est pas du tout quelque chose de complètement théorique, parce que ça existe déjà. Moi, je suis associé à la Fondation L'Oréal, Women in Science, etc. Et une entreprise comme L'Oréal, eh bien, effectivement, ils ont des partenaires dans le monde, d'autres entreprises. On dit, OK, mais nous, on a une valeur qu'on veut partager, c'est l'équité homme-femme. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, on va vous aider. Si vous ne voulez pas, on ne travaillera pas ensemble. Et la dernière nouvelle qui est intéressante, me semble-t-il, pour l'attractivité, et j'étais il y a 2 jours à Metal Expo, donc pour parler donc qui touche évidemment vos professions, et là, il disait on a un problème pour la formation. Les études que j'ai pu voir récemment avec les transformations du travail, on estime que c'est 300 millions de professions qui vont augmenter en compétences, dont certaines avec le numérique. Et ça,
c'est extrêmement important. Vous êtes sur les chantiers qui n'ont pas une bonne image du travail manuel, sur les chantiers, dehors, etc. Un petit peu comme ce que vous évoquez là. Ça, c'est l'image péjorative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, que ce n'est pas toujours facile. Mais la chose étant, si vous présentez ces métiers avec l'intelligence augmentée, les drones, les systèmes de jumeaux numériques, du suivi avec les machines, les tâches hybrides hommes-machines et les cobots, d'un seul coup, vous augmentez les compétences dans des métiers qui peuvent sembler basiques, mais qui vont se transformer aussi en partie. Des aspects de base qu'on de toute façon qu'on ne pourra pas changer. Mais globalement, c'est travailler là-dessus. Et la transformation des entreprises, ce n'est pas un petit peu de numérique par là, ce n'est pas un petit peu de télétravail, parce que ça m'arrange ici, c'est vraiment une transformation culturelle. La transformation culturelle de l'entreprise, le numérique, c'est une transformation qui n'est pas que technique. Et la RSE, évidemment, contribue à cette transformation culturelle. Donc voilà, moi je trouve qu'on vit l'âge entrepreneurial, mais qui implique effectivement d'autres engagements, d'autres apports, d'autres approches des entreprises, mais qui sont parfaitement intégrées, comme on l'a vu. Franchement, quand j'ai commencé à tourner dans le monde économique et social, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, ils sont venus me chercher, c'est l'APM, l'Association du progrès du management. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je lâchais le mot de climat, de règlement climatique ou de RSE, je me faisais sortir il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est complètement revendiqué et c'est mis en œuvre. Donc, vous voyez comment on a basculé rapidement dans d'autres logiques et je crois que c'est une excellente nouvelle, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile, mais on est sur le bon chemin. On peut les applaudir évidemment tous les trois. Trois sapiens qui nous ont fait battre le cœur. Merci beaucoup, messieurs.